En fait, on m'a donné le beau rôle aujourd'hui parce que, évidemment, présenter sur les perspectives d'avenir, ça n'engage que mes humbles compétences divinatoires pour les prochaines années. Donc, ce que je vous présente rapidement aujourd'hui, c'est ma vision de ce que les technologies numériques, en particulier au niveau de la mobilité et de l'Internet, risquent d'avoir comme impact sur la e-santé. Dans une perspective assez globale, je ne rentre pas dans les détails spécifiquement pour le Québec, mais dans une perspective assez globale. Donc, rapidement, je vais vous présenter 5 tendances qui, selon moi, en fait 5 et demi, qui, selon moi, ont une bonne chance d'avoir une influence importante sur la manière dont on va gérer la e-santé au cours des prochaines années. Et puis, je vais m'attarder plus en profondeur sur une tendance, sur la 5e et demi tendance, qui est l'importance des médias sociaux. D'une part parce que c'est ma spécialité, puis d'autre part parce qu'on m'avait demandé de conclure un peu sur ces éléments-là. Au niveau des 5 tendances dont je vais vous parler, je vous parle d'une première tendance que je n'ai pas osé écrire sur ma slide, qui est la pornographie. Pourquoi la pornographie? Parce que historiquement, c'est un milieu extrêmement compétitif où le transfert de données, d'images, de vidéos, etc., c'est souvent cette industrie-là qui a déterminé quels ont été les protocoles qui sont devenus les normes. L'image JPEG, par exemple, qui est le protocole général de l'image basse résolution sur Internet, c'est un protocole qui a été à peu près imposé par l'industrie pornographique sur Internet à la fin des années 90. Les transferts vidéo de la même manière, toute la notion de streaming, donc de transfert vidéo en direct, c'est aussi l'industrie pornographique qui a fait adopter de manière massive ces protocoles-là. Je ne l'ai pas mis dans mes 5 tendances, mais c'est quelque chose à garder en tête. Il y a sûrement des technologies qui pourront éclore, ou en tout cas des standards qui pourront se solidifier, je dirais, par l'entremise de cette industrie-là, aussi bizarre que cela puisse paraître. Mes 5 tendances plus sérieuses: l'évolution de la technologie mobile, on en entend parler énormément, la pénétration des téléphones intelligents dans nos sociétés occidentales est extrêmement importante, et je dis société occidentale, mais aussi dans énormément d'autres sociétés. En Afrique, par exemple, la téléphonie a fait un bond technologique complet. Il y a d'immenses parties du territoire qui ne seront jamais équipées de téléphonie filaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas besoin. Donc, il n'y a pas de rattrapage qui se fait à ce niveau-là. On est passé directement à la mobilité. Et dans certains pays en Asie du Sud-Est, en Afrique, le taux de pénétration des téléphones intelligents est extrêmement élevé. Et ça ouvre effectivement des possibilités en termes de e-santé. Le développement de l'Internet des objets, je vais y revenir. Comment les objets sont en train de s'interconnecter. D'ici 2020, on parle de 50 milliards d'objets connectés à Internet. Alors, on va voir un peu quel effet ça peut avoir sur l'application de protocoles en e-santé. Les notions de big data et d'open data, évidemment, l'Internet des objets, déjà que les humains sont très connectés les uns aux autres et génèrent énormément de données. Quand vous allez rajouter 50 milliards d'objets connectés à Internet, il va y avoir énormément de données qui vont être générées au quotidien par l'ensemble de ces connexions-là. Et il faut apprendre à tirer des conclusions de ces objets-là, à traiter cette information-là qui est dans un volume qu'on n'avait même pas prévu il y a 15 ou 20 ans. Et ça ouvre des possibilités intéressantes. Et ce big data-là, de plus en plus, il a tendance à s'ouvrir. On va mettre les données dans des protocoles qui sont accessibles à d'autres chercheurs, à d'autres applications, etc. Ces données-là deviennent une espèce de marché public de l'information où il est possible d'aller tirer des conclusions, développer de nouvelles applications, etc. Enfin, l'arrivée de nouveaux joueurs influents, je vais vous en parler rapidement. Et donc, je termine sur l'importance des médias sociaux comme outil de santé prometteur, en particulier au Canada et au Québec, où la pénétration des médias sociaux et l'utilisation des médias sociaux est extrêmement importante.
Évolution des technologies mobiles. Alors, les téléphones sont de plus en plus intelligents, même si je déteste cette expression-là, parce qu'a priori, on préfère que ce soit l'utilisateur qui soit intelligent plutôt que son téléphone. Mais cela dit, les technologies mobiles ont ajouté un certain nombre de couches d'informations de plus en plus utiles. On parle par exemple de géolocalisation, donc maintenant on sait exactement où vous êtes. On sait, votre téléphone peut vous indiquer où est l'hôpital le plus proche. Le téléphone va pouvoir vous indiquer aussi éventuellement, on le voit pour des taxis, mais pourquoi pas, quel est le service ambulancier le plus proche dans certaines régions ou autres. Donc, les technologies mobiles ont un grand avenir en santé. Je vous en montre quelques exemples assez récents. IBG Star, donc un produit qui a été lancé sur le marché canadien au mois de mai, si je ne me trompe pas. C'est tout simplement un glucomètre qui se branche directement sur l'iPhone. Donc, vous n'avez pas un appareil à utiliser à part, c'est directement votre téléphone. Bon, le gros avantage, c'est que les gens sont complètement addicts au téléphone. J'en suis la première victime. Et donc, ils ont leur téléphone avec eux, moins de chances d'oublier le glucomètre à la maison. Et surtout, on utilise les technologies de mobilité, par exemple l'envoi de SMS pour des alertes, l'envoi de emails aux médecins traitants, et le système permet de gérer certains niveaux d'alerte, certaines tendances, etc. Et on peut même prévoir, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais que quelqu'un dans un coma diabétique, qu'on puisse le retrouver par le biais de la géolocalisation de son téléphone, par exemple. Donc, il y a des applications qui permettent un meilleur transfert de données entre le patient et le professionnel de la santé. Et ça, on savait que c'était l'avenir, mais c'est en train de se concrétiser de manière importante. Un signe, à mon avis, très important au niveau de l'importance que ça va avoir, c'est que c'est un changement de paradigme complet pour l'industrie pharmaceutique. Ce produit-là, il est vendu par Sanofi, qui avait déjà un certain nombre d'avenues thérapeutiques au niveau du diabète. Et Sanofi se retrouve donc comme compagnie pharmaceutique à sortir complètement du modèle d'affaires qu'ils ont depuis 75 ans et à se retourner vers des modèles de M-santé, de santé mobile, avec des suivis de patients. Ils se retrouvent avec des clients, ce qu'ils n'ont jamais eu avant, parce que c'était les médecins qui prescrivaient et le représentant faisait le lien avec le médecin, mais ils n'étaient pas en lien directement avec les patients. Donc, il y a des changements derrière ces technologies-là, il y a des changements de paradigme assez importants pour l'industrie qui sont à prendre en compte. D'autres outils liés à la mobilité, les systèmes d'exploitation sont de plus en plus puissants, sont de plus en plus ouverts aussi. Donc, les chercheurs, les entreprises qui développent des applications, vous en avez deux ici, un appareil pour mesurer la tension et un appareil d'échographie. Qu'est-ce que ça a comme influence? Bien évidemment, même si c'est pas l'outil principal qui est utilisé dans un hôpital sous la responsabilité d'une infirmière ou d'un professionnel de la santé, il reste que vous allez pouvoir avoir accès à certains types de technologies médicales, à certains types d'appareils qui seraient difficiles d'accès autrement pour certains publics. On parle évidemment des régions éloignées, le Québec avec sa géographie très importante a évidemment ce type de problématique-là. Donc ça peut permettre un premier niveau de diagnostic ou un premier niveau de suivi. Et ça, c'est vraiment des technologies qui sont prévues dans le développement des systèmes d'exploitation des mobiles. Toujours un dernier exemple au niveau du mobile. Là, vous avez un spiromètre développé sur la base des fréquences qu'émet le patient en soufflant. Donc, il n'y a pas d'ajout à l'appareil, il n'y a pas d'élément qui est rajouté ou simplement on souffle. Donc, on souffle sur l'appareil et l'appareil analyse les fréquences, la durée, etc. pour en faire un spiromètre. Donc, des exemples assez éloquents, je ne vous parle pas du futur, là, je parle de technologies qui sont déjà disponibles, mais des exemples assez intéressants qui permettent de voir comment l'appareil mobile prend de plus en plus de place dans la notion de e-santé.
Et évidemment, les technologies médicales s'intéressent beaucoup à comment ils peuvent s'implanter dans les systèmes d'exploitation des téléphones intelligents, iPhone ou autres, parce que les gens les ont avec eux, les gens les gardent avec eux en tout temps, les gens dorment avec, et donc il y a une possibilité en termes de prévention, de suivi de l'adhésion au traitement ou autre, qui représente vraiment des opportunités intéressantes. Dernier exemple sur le plan du Québec cette fois-ci, application qui a été développée par l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires il y a très peu de temps, ça a été lancé au printemps. Donc c'est une application qui permet quelques éléments intéressants. Un élément de littératie médicale. Mon médecin m'a prescrit un médicament, je peux aller voir dans l'encyclopédie qu'est-ce que c'est comme médicament, quels sont les effets secondaires, les contre-indications ou autres. Je vais pouvoir programmer en fonction de la prescription de mon médecin le nombre les rappels pour la prise de médicaments. Je vais pouvoir aussi localiser une pharmacie à proximité si jamais je ne trouve plus de médicaments ou que je dois renouveler l'ordonnance de manière rapide. Et la gestion des profils multiples, par exemple pour la question des vaccinations ou les suivis de médicaments. Avec le vieillissement de la population, il y a de plus en plus de gens qui suivent aussi l'adhésion au traitement d'une personne âgée, par exemple. Ce genre d'outil-là va permettre de servir d'interface entre le patient lui-même, l'aidant naturel et son professionnel de la santé. Donc à ce niveau-là, il y a des choses intéressantes également qui se font au Québec. Très beau succès d'ailleurs de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Ils ont eu un nombre de downloads et d'utilisation de leur plateforme qui est assez impressionnant quand on compare. Il y a beaucoup d'applications qui sont développées, mises sur le marché et qui ne servent à peu près jamais. Celles-ci, les chiffres sont vraiment intéressants. Deuxième tendance lourde, l'Internet des objets. Qu'est-ce que c'est l'Internet des objets? C'est en fait les objets physiques qui commencent à se connecter de plus en plus à Internet. Ils se connectent à Internet pour être en contact avec l'humain et ils se connectent de plus en plus à Internet pour être en contact avec d'autres objets, d'autres services de traitement d'information. C'est ce qu'on appelle le M2M, le machine to machine, où finalement les objets finissent par se parler entre eux sans nous demander notre avis. Ceux qui ont vu la matrice, c'est peut-être les premiers signes d'un dépassement, d'une stratégie qui va nous dépasser éventuellement. Quelques exemples. Compagnie québécoise, Carré Technologies, qui développe des outils, qui développe ce qu'on appelle des vêtements intelligents, avec des capteurs qui sont insérés directement dans les fibres. Vous allez vous retrouver avec, par exemple, ça c'est un cas hypothétique, mais vous allez vous retrouver avec un capteur pour le rythme cardiaque, pour la température du corps ou autre. Évidemment, les applications sont extrêmement nombreuses. Là, vous avez une application dans l'entraînement de haut niveau, mais on peut penser à des applications sur un lit d'hôpital, par exemple, un pyjama intelligent qui serait relié aux appareils de monitorage. On peut penser aussi à un suivi, par exemple, suite à la prise de médicaments où le médecin est informé, où le personnel hospitalier est informé en temps réel de l'évolution de la température du patient, etc., en post-opératoire ou autre. Et on va voir aussi de plus en plus ce type de technologie être appliquée pour la gestion du sommeil, où à ce moment-là, toutes les données sont enregistrées pendant la nuit chez le patient, relayées par Internet à un groupe de recherche ou à un médecin en apnée du sommeil ou autre pour aller chercher de l'information. Encore une fois, très souvent, le relais de ce type d'information-là, c'est le téléphone intelligent. C'est le cas dans le cadre de cette technologie-là. C'est-à-dire que votre téléphone est à côté de vous, par toutes sortes de protocoles RFID ou autres, l'objet intelligent communique avec votre téléphone qui lui transmet les données par voie satellite ou par voie cellulaire à votre médecin traitant, à votre dossier médical ou autre. Produit français cette fois-ci. Il y a juste les Français pour apprendre un produit comme ça, la Happy Fork. Alors, Happy Fork, même chose, tout simplement une fourchette branchée sur Internet, il fallait y penser. Alors, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de suivre la fréquence des coups de fourchette. Attention, vous mangez trop vite, votre téléphone vous en informe. Donc, il y a des éléments qui peuvent servir, là encore, à une nutritionniste ou un médecin, par exemple, en suivi de diabète ou autre,
Ils sont en train de développer d'autres types d'outils, cette entreprise-là. C'est un des joueurs majeurs là, de l'Internet des objets français. Il faut dire que c'est un marché qui est estimé à quelque chose comme 300 milliards de dollars dans les prochains 17 ans. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris qu'il y avait de l'argent à faire avec les objets connectés ou l'Internet des objets. Même chose ici, vous avez un pèse-personne. C'est la même compagnie qui faisait l'appareil pour mesurer la tension tout à l'heure. Vous avez un pèse-personne qui est relié à Internet. Alors là, on peut voir des applications de style ludique. Je me pèse et mon statut Facebook qui est updaté automatiquement avec mon nouveau poids. Je vois déjà certaines personnes dans la salle qui sont découragées. Oui, on peut penser à ce genre d'application. On peut penser aussi à des applications plus importantes. Je ne sais pas, un suivi préopératoire pour quelqu'un qui est obèse. À ce moment-là, on peut suivre l'évolution de la perte de poids avant l'opération et laisser, encore une fois, un des objectifs de la e-santé, c'est de remettre les gens le plus rapidement ou de les laisser le plus longtemps possible dans leur milieu, chez eux. Et là, vous avez un outil qui permet de suivre la courbe de poids de quelqu'un en temps réel pendant quelques semaines, si c'est nécessaire avant une opération ou après une opération ou dans un traitement de chimiothérapie, par exemple. Enfin, non le moindre, nouveau projet de Google, les Google Glass. Je les ai mis ici. Il n'y a pas encore vraiment d'application santé. En fait, très honnêtement, il n'y a pas encore beaucoup d'applications de développer. Ce qu'on sait, c'est que la technologie va permettre de surimposer une couche de réalité augmentée directement sur la lentille de la lunette. Et donc, vous allez pouvoir regarder quelque chose et les lunettes reliées à Internet vont vous donner des informations supplémentaires. On peut penser, par exemple, à une utilisation par un professionnel de la santé qui, en même temps qu'il ausculte un patient, enregistre pour des fins de formation médicale continue ou pour des fins d'expertise ou pour des fins de transfert de connaissances à ses collègues, ce qui se passe, ou qui prend des photos en temps réel au moment où il fait son examen. Donc il y a toutes sortes d'applications qui sont envisageables. Je vous laisse les imaginer parce que Google n'a pas fini de les imaginer encore. Il y a beaucoup de choses à faire vraisemblablement avec les Google Glass. Le big data et l'open data. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, toutes ces technologies-là génèrent des données numériques, en quantité industrielle, et il va falloir apprendre à gérer ces données-là et idéalement à en tirer une certaine information. Donc oui, la personne qui se pèse et qui a updaté son statut Facebook, c'est une chose, avec son poids, pas absolument nécessaire, mais bon, tous les goûts sont dans la nature. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces données? À qui appartiennent-elles? Comment on peut les partager? Et c'est un peu le défi des 20 prochaines années au niveau des stratégies numériques et en particulier de l'Internet. C'est de prendre des données qui ont été formatées de manière à servir à une utilisation, de les rendre disponibles à d'autres types d'utilisation, que ce soit la recherche, que ce soit des outils diagnostiques, que ce soit, par exemple, il y a toutes sortes d'applications possibles en pharmacovigilance. Et donc, on va prendre ces données-là, brutes, très nombreuses, et trouver des moyens de les filtrer, de les traiter et d'en tirer des conclusions. Éventuellement, ça nous amène vers l'open data, où là, on prend les données, on les rend disponibles à tout le monde, et véritablement, on ouvre la porte à des applications par des tiers, à des applications par des centres de recherche ou autres. L'assurance maladie française a eu un arrêté du gouvernement français il n'y a pas longtemps qui les a obligés à transférer toutes leurs données sous forme open data. Je vous dis il n'y a pas longtemps, c'était au mois de juillet cette année. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour beaucoup de gens, la crise du Mediator, par exemple, qui est un médicament, il y a une grosse affaire entourant ce médicament-là en France à l'heure actuelle, qui a vraisemblablement tué entre 500 et 2000 personnes. Il est possible que cette crise-là ait pu être anticipée davantage si on avait eu accès, si les chercheurs avaient eu accès aux données en mode libre, des données réutilisables, etc. Donc il y a un souci de transparence, puis il y a un souci d'amélioration aussi des temps de réponse.
par rapport à certaines problématiques, comme je disais tout à l'heure, en pharmacovigilance, en prévision des épidémies également. Ces données-là peuvent servir. Encore faut-il qu'elles soient disponibles à tous. Petit schéma sur l'open data. Il n'y a pas vraiment de manière très intelligente de montrer ce que c'est que de l'open data, vu que ce sont des centaines de millions d'octets mis ensemble. L'arrivée des nouveaux joueurs. Là, il y a un fil directeur, on a des objets, on a des téléphones mobiles, on a des objets intelligents qui génèrent de plus en plus de données. Ces données-là créent le big data ou l'open data si on arrive à ouvrir les données à tous. Et parallèlement, vous avez des nouveaux joueurs très influents qui arrivent dans le marché de la e-santé, qui s'y intéressent de très près. Vous avez par exemple ici Watson, un super ordinateur développé par IBM. Sa grande force, c'est qu'il a été conçu pour répondre à des questions en langage naturel. Donc, la première utilisation qu'on a faite de ce super ordinateur, le premier test, c'est qu'ils l'ont inscrit à Jeopardy aux États-Unis. Et l'ordinateur a gagné les 5 jours de compétition de Jeopardy à la télé, haut la main, parce qu'il comprenait les questions. Il était capable de traiter en quelques secondes l'information, de trouver des réponses et de fournir, en langage naturel encore une fois, des éléments de réponse. Actuellement, IBM est en train de modifier les algorithmes de traitement d'information pour le tester à titre d'outil diagnostique. Donc, l'ordinateur capable de poser des questions, capable d'intégrer les réponses en langage naturel. Et là, encore une fois, il y a des applications au niveau de la e-santé qui sont extrêmement importantes et qui sont potentiellement très importantes parce que ce type d'ordinateur-là est capable de gérer plusieurs conversations en même temps, plusieurs types de données en même temps. IBM a très bien compris qu'il y avait un marché potentiel très important à ce niveau-là et a investi beaucoup de sous dans ce type d'application-là. Autre annonce extrêmement importante et vraiment toute récente qui date du 19 septembre, Google a déjà fait quelques tentatives dans le domaine de la e-santé. Ils avaient notamment développé il y a quelques années un dossier médical qui était destiné surtout au public américain, mais Google Health était un projet de dossier médical informatisé qui aurait été accessible par tous les professionnels de la santé aux États-Unis. Finalement, faute d'utilisateurs, faute d'adhésion de la part des professionnels de la santé et des grandes organisations de santé aux États-Unis, le projet a été abandonné il y a peut-être 2 ou 3 ans. Mais Google revient à la charge. Ils ont annoncé un peu en catimini au mois de septembre qu'ils lançaient un projet qui s'appelle Calico. Calico, c'est en fait, ils disent à la seule blague qu'ils veulent s'attaquer à tout ce qui est immortalité et vieillissement. Dans les faits, ce qu'ils veulent faire, c'est être capable de traiter la grande quantité d'informations qui est générée par la e-santé en général et en tirer des conclusions, en tirer des nouvelles applications diagnostiques, des nouvelles applications éventuellement thérapeutiques ou autres, et mettre ça à la disposition des médecins. Pourquoi une nouvelle compagnie comme ça, c'est un enjeu majeur? Ben pour plusieurs raisons. D'abord parce que la personne qu'ils ont mis à la tête de ce projet-là, c'est quelqu'un de très crédible. C'est un certain M. Livingstone qui siège sur plusieurs conseils d'administration, notamment celui de la pharmaceutique Roche. Il siège aussi sur des conseils d'administration au niveau d'entreprises en biotech. Donc c'est quelqu'un qui a quand même déjà une certaine adhésion de la part des professionnels de la santé dans son domaine. Et en plus, Google a la gros avantage d'avoir quelque chose comme, dernières estimations, quelque chose comme 54 milliards de liquidités dans ses coffres. Quand vous avez des sous comme ça et que vous vous mettez à tête de mener un projet, c'est sûr que c'est susceptible de donner des bons résultats. Donc, à surveiller, quelque chose vraiment à surveiller. La manière de Google de considérer la e-santé, c'est pas dans une optique de communication aux patients, c'est dans une optique de traitement de données. Évidemment, ce sont
c'est probablement l'entreprise qui traite le plus de données actuellement dans le monde. Donc, s'ils font cette approche-là en santé, il y aura peut-être des retombées intéressantes à y voir au cours des prochaines années. Un dernier aspect intéressant qui a l'air de sortir un peu de nulle part, mais je vais vous le présenter, c'est le concept de ville intelligente. Qu'est-ce que la ville intelligente vient faire dans la e-santé? D'abord, il y a énormément d'investissements à l'heure actuelle au Canada au niveau des villes intelligentes, tant sur le plan fédéral, provincial que municipal. Encore une fois, ça va générer des données extrêmement importantes. Donc là, on peut se faire un cas de figure, par exemple, le chantier de construction signalé par un automobiliste qui passe à côté en disant il y a un trou, la ville est informée, l'ouvrier mobile qui est sur le terrain réagit immédiatement. Parallèlement à ça, on réaffecte un tramway parce que, évidemment, la circulation est coupée, etc. On augmente le nombre de tramways, on informe les gens par des panneaux d'information. Tout cela se fait à peu près en temps réel. Et c'est le genre de système qui est tout à fait déployable à terme dans un centre de soins, dans un hôpital. On peut penser encore une fois, un des objectifs de la e-santé qui est fondamental, c'est l'efficience. C'est d'être capable de réduire les coûts de notre système de santé. Avec ce type de technologie-là, qui encore une fois, je n'invente rien, ces technologies-là, elles sont disponibles déjà à l'heure actuelle. Elles vont de plus en plus s'intégrer les unes aux autres au courant des prochaines années. Et donc, dans un centre hospitalier, les logiques de traitement d'information au niveau de ce qu'on a dans une ville intelligente peut probablement s'appliquer aussi au niveau d'un centre hospitalier. Le gros avantage, c'est que la partie recherche et développement aura déjà été financée par les gouvernements de différents paliers. Il ne s'agira plus d'appliquer ça dans les centres de soins, idéalement. Cinquième tendance, l'importance des médias sociaux. Le président du Centre for Global Health Innovation à Toronto disait il n'y a pas très longtemps que les médias sociaux, c'est un peu la nouvelle frontière pour aller chercher des données sur la santé. Ce qui est très intéressant et un peu inquiétant en même temps, c'est que les derniers chiffres montrent que la plupart des gens trouvent crédible l'information qu'ils trouvent sur les médias sociaux. Or, je sais qu'il y avait des présentations aujourd'hui et hier sur le sujet. Comme professionnel de la santé, vous n'êtes pas sans savoir qu'on trouve de tout sur Internet, du pire comme du meilleur, et malheureusement beaucoup de pire. Il y avait un article il n'y a pas très longtemps sur l'utilisation des vidéos liées à l'anorexie, où en fait on s'est rendu compte que sur YouTube, il y avait énormément de vidéos qui prônaient l'anorexie auprès des jeunes filles, qui expliquaient que finalement les risques n'étaient pas si importants que ça, etc. C'est le type d'information que les professionnels de la santé doivent combattre par de l'information crédible, parce que quand c'est relayé par un tiers, quand c'est relayé par une copine de classe, quand c'est relayé, effectivement, en bout de ligne, ça va chercher une certaine crédibilité qui est mal placée. Cela dit, le Canada est le roi des médias sociaux mondialement, un taux de pénétration extrêmement élevé. Juste au Québec, on a 4,4 millions d'usagers Facebook. Si vous faites le calcul sur le rapport à la population des gens de 13 ans et plus, vous excluez les gens de 65 ans et plus pour lesquels la pénétration est relativement faible. Au niveau de la population adulte, vous avez énormément de gens qui ont un compte et qui sont actifs sur Facebook. Et surtout, les gens ils consacrent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Comme vous pouvez le voir, là, à peu près 7 jours et demi, 24 heures sur 24 sur une base annuelle. Ça fait une semaine complète passée sur les médias sociaux. Ce que ça veut dire, c'est que les gens y sont, il y a une opportunité. Il y a une opportunité d'éducation, il y a une opportunité de prise en charge, il y a une opportunité, encore une fois, de faire des choses au niveau de l'adhésion au traitement. Donc, il faut être conscient de l'importance que ça prend. Il n'y a pas une station de télé à l'heure actuelle au Québec qui peut se vanter d'être capable de rejoindre 4,4 millions de personnes. Donc, il faut garder ces chiffres-là en tête quand on développe des projets de santé, ne serait-ce que pour faire connaître le projet de santé. Petit rapide tour d'horizon des différents médias sociaux. On le voit, les Québécois sont
très très friands de vidéo. La vidéo, c'est un outil potentiel de santé qui est très très intéressant. Pourquoi? Ben parce qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. On a vu des projets aux États-Unis, par exemple, de protocoles préopératoires où on explique aux gens par une série de vidéos comment ils vont pouvoir se préparer à l'opération qu'ils vont vivre, avec des liens vers les médias sociaux pour, par exemple, des témoignages de gens qui sont déjà passés sur la table d'opération pour le même type de traitement. Qu'est-ce que ça a impliqué pour eux? Ça permet de limiter le stress, ça permet de faire mieux comprendre les enjeux de l'intervention, etc. Donc il y a des choses intéressantes à faire. Facebook, évidemment, en tête de liste, je vous en parlais tout à l'heure. Et les autres médias sociaux avec un usage plus limité. Donc ça, c'est pour l'utilisation des différentes plateformes les plus connues, les plus mainstream. Par contre, vous avez toute une série de médias sociaux très très spécialisés au niveau de la santé, avec soit des communautés patients professionnels de la santé non naturelle, comme c'est le cas par exemple avec Carinity, donc Carinity, vous le voyez, des communautés regroupées en fonction des pathologies, en fonction de leur intérêt pour une maladie particulière. Et puis vous avez aussi des réseaux sociaux comme par exemple Patient Like Me, où là ce n'est pas tu es mon ami, je suis ton ami, c'est nous souffrons tous les deux d'ostéogenèse imparfaite. Finalement on n'est pas tellement nombreux dans le monde, mais on va pouvoir partager notre expertise par le biais de cette plateforme-là. Ça, c'est vraiment l'équivalent d'un Facebook. Ce sont le même type d'applicatif, des échanges, etc. Mais dans un domaine strictement de e-santé. Il y a toutes sortes d'applications qui sont en cours à l'heure actuelle. Comment est-ce que ça influence la qualité des soins? De toutes sortes de manières. Quelques exemples, par exemple au niveau des maladies rares, vous avez souvent un échange d'informations sur certains types de pathologies qui est difficile parce que le nombre de cas au Québec et même au Canada est peu important. Un média social de professionnels va vous permettre, par exemple, de publier des cas de manière anonyme et de les soumettre à vos collègues d'un peu partout dans le monde qui s'intéressent à la même pathologie. C'est pas pour rien que je parlais d'ostéogenèse imparfaite tout à l'heure. J'ai vu un projet d'échange de cas comme ça, donc la maladie des os de verre, des gens qui se font des fractures à répétition. Ces cas-là sont très peu nombreux au Canada. Quand on commence à regarder à la taille de la planète et qu'on partage les cas, ben, il y a moyen de trouver des tendances, il y a moyen de partager des expertises, il y a moyen de dire, ben oui, moi j'ai eu ce type de cas-là, avec ce type de complications-là en post-opératoire, ça vaut la peine de faire valoir ça au patient avant son opération ou de le prévoir dans le protocole post-opératoire. Donc à ce niveau-là, l'échange d'informations, encore une fois, un autre élément important de la santé, l'échange d'informations entre professionnels, les médias sociaux de plus en plus permettent ce genre de choses, les plateformes spécialisées en tout cas le permettent de plus en plus. Et puis on voit aussi sur des médias sociaux spécialisés et même sur des plateformes très grand public comme Facebook, on va voir de plus en plus de consultations en ligne, entre autres en psychothérapie, en psychiatrie, on commence à voir des choses intéressantes. C'est de la e-santé très 20e siècle. Là, les premières consultations en psychiatrie sur vidéo, je pense, datent de 1959. Donc, c'est simplement qu'on applique des outils récents à ces réalités-là et à ces usages-là. Donc, ça ne vient pas du tout révolutionner l'accès aux soins, mais ce sont des nouveaux outils, probablement plus disponibles et surtout plus privés dans la sphère privée du patient, qui permet peut-être d'aller rejoindre les gens qui sont plus difficiles à rejoindre dans des interventions traditionnelles. Donc, voilà pour l'aspect réseau social. Ce qui est sûr, c'est que toutes ces tendances-là, ces tendances-là vont avoir une influence sur le type de données qu'on va obtenir, mais on se rend compte que l'enjeu majeur de tout ça, ça va rester la dévirtualisation, c'est-à-dire ça va rester
la manière dont le professionnel de la santé va être capable de traiter ces données-là de manière humaine. Je n'ai pas besoin de vous apprendre que les soins de santé, jamais Google ne va soigner une maladie. Google va peut-être donner un certain nombre d'informations ou permettre de traiter un certain nombre de paramètres qui vont donner un coup de main au professionnel de la santé ou au patient lui-même pour la prise en charge de son traitement. Mais il reste qu'il faut maintenir l'importance de la dévirtualisation le plus possible. Les premiers efforts de e-santé ou de télémédecine à une certaine époque, c'était sur les bateaux, quand les médecins faisaient les interventions à distance auprès de la marine marchande parce qu'il n'y avait pas de médecin à bord et qu'il fallait bien soigner les gens en fonction de l'information qu'ils nous donnaient par radio. Là, évidemment, les frontières sont de plus en plus lointaines. Il y a sûrement des applications à l'heure actuelle en e-santé qui vont se faire au niveau des voyages dans l'espace, qui vont devenir vraisemblablement de plus en plus accessibles et de plus en plus fréquents. Et donc, l'avenir de la e-santé, c'est un avenir de défis, c'est un avenir de technologie, mais c'est surtout un avenir de soins, de professionnels de la santé et de contact avec le patient. Une consultation, quel que soit l'outil qu'on utilise, ne remplacera jamais le contact entre le patient et son professionnel de la santé et le niveau de confiance avec son professionnel de la santé. Et ça, je pense que n'importe qui travaille en e-santé est capable de comprendre cette importance de dévirtualiser dès qu'on en a l'occasion.